Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du bureau des élèves ENAP. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le premier épisode de ma nouvelle série que j'ai nommée Les plus grands procès, une série sous forme de chronique dans laquelle je me ferai le narrateur des plus grands procès ayant jamais eu lieu en France et à travers le monde. Chaque épisode est le fruit d'un travail de recoupement de sources diverses et variées, et mon but n'est ni plus ni moins que de vous conter factuellement les déroulés d'histoires judiciaires parfois incongrues et souvent à la limite du réel et du soutenable. Je tiens à préciser que j'aborderai les faits sans jugement de valeur, ni aucun positionnement autre que ceux rendus par la justice et les rapports d'enquête officiels. Tout le reste n'est que le fruit de votre interprétation, car la justice, pour les dossiers que j'aborderai, a déjà rendu depuis longtemps le poids de ses sentences. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonne-toi maintenant et surtout active les notifications. Dans cet épisode 1, Tommy Rico, l'Indien de Propriano ou la malédiction de la tortue, on voit ça tout de suite. Let's go! À la fin des années 1920, dans un petit village de la Corse du Sud, Propriano, les Rico, une famille catholique de pêcheurs de 11 enfants, est frappée par la malédiction du berceau de la tortue. L'un des enfants de la famille, Joseph Thomas Rico dit Tommy Rico, défraiera la chronique une fois adulte, avec au moins 7 meurtres à son actif, selon la page qui lui est consacrée sur Wikipédia. On raconte, pour justifier la déviance mortifère de Rico et le destin tragique de cette famille, que son père aurait tranché la tête d'une tortue géante échouée sur la plage et aurait découpé sa carapace pour en faire, naissance après naissance, le berceau de ses propres enfants. Une histoire empreinte donc d'un certain mysticisme, inventée et contée par une génération, certainement pour exorciser tous les drames qui ont accablé aussi bien Tommy que ses proches. Il semble, en effet, que la famille Rico fut victime d'une malédiction en son temps, si on fait état des drames successifs qui se sont déroulés en son sein, un fils mort en bas âge, un autre tué dans un accident de voiture, un troisième assassiné par son beau-frère, un quatrième abattu par 2 tueurs, un cinquième qui finira en prison après avoir tué 2 jeunes filles, et enfin Tommy, 2 fois condamné à la prison à perpétuité pour de multiples meurtres, dont celui de son propre parrain, qui fut son premier homicide connu alors qu'il n'avait que 26 ans. Pour commencer le récit de tout cela, revenons ensemble sur cette terrible journée du 28 octobre 1960. Ce jour-là, Thomas, ou Tommy, comme on le surnomme déjà à cette époque, et son jeune frère Pierre pêchent à la dynamite dans une crique. C'est une pêche qui est clairement assimilée à du braconnage. Soudain, ils se font repérer par un garde maritime qui n'est autre que Joseph Casabianca, le parrain de Tommy. Par peur d'être pris en flagrant délit de braconnage et d'avoir une amende, Tommy, pris de panique, se rue sur la plage et tire avec son fusil sur son parrain. Pour s'assurer qu'il est bien mort, il le frappera alors plusieurs fois avec la crosse de son fusil, puis lui fracassera le crâne à l'aide d'un rocher d'une trentaine de kilos. Une fois revenu au bateau, Tommy Rico refuse de s'expliquer face à son jeune frère, qui dira plus tard avoir vu du sang sur les mains de Tommy et sur le fusil. Quelques jours plus tard, les policiers de Propriano se rendront sur la plage à la suite de la découverte du corps du parrain de Tommy Rico. Ils découvrent près du cadavre des débris de bois couverts de peinture verte, supposés provenir de la crosse d'un fusil. Pendant les semaines qui suivent, une rumeur enfle autour de la macabre découverte. Celle-ci colporte l'idée que Tommy Rico pourrait ne pas être étranger à ces meurtres. Les policiers, mis au courant de ces dires, décident alors d'interroger Tommy et s'aperçoivent de fait qu'il est le filleul du garde maritime sauvagement tué. Le jeune Rico niera toute implication dans le meurtre de son parrain et il sera soutenu en ce sens par sa mère et une grande partie des membres de sa famille.
C'est toutefois à la suite d'un rebondissement qu'en novembre 1960, Pierre, le frère de Tommy, dénonce ce dernier à la police en racontant qu'il a entendu des cris le jour du meurtre du parrain. De nouveau interrogé, Tommy continuera de nier dans un premier temps, puis finira par avouer, au bout de plusieurs heures d'audition, être l'auteur du meurtre. Il racontera pour justifier son triste geste, ne pas avoir voulu payer l'amende à cause de la pratique de la pêche à la dynamite et qu'il aurait totalement dérapé, n'ayant eu comme seul objectif que de réduire au silence le pauvre garde maritime. Sans surprise et suite à ses aveux, Tommy sera écroué et emprisonné immédiatement. Cependant, très rapidement, Tommy se rétracte. Hors de question pour lui d'endosser son rôle de meurtrier. Mais son procès approche et il devra de toute façon répondre de ses actes devant les assises. Le jugement débute le 8 décembre 1962 et s'achève, sans grande surprise, par une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour Tommy. Pour la petite histoire, une rumeur erronée mais tenace, encore reprise de nos jours, évoque une condamnation à la peine capitale suivie d'une grâce présidentielle de la volonté même du président de l'époque, qui n'était ni plus ni moins que le général de Gaulle. Bien évidemment, cet événement est faux et Réco n'a jamais été condamné à la peine capitale. D'autant que le général de Gaulle n'a donc jamais eu à commuer sa peine en perpétuité. Comme quoi, les fake news ont la vie dure. La bonne conduite de Réco en prison lui permet d'obtenir une libération conditionnelle le 7 novembre 1977, soit après 15 années passées derrière les barreaux, et si sa liberté toute retrouvée s'annonce comme une seconde chance offerte par la justice, ce ne sera que la triste suite de son parcours criminel. Au cours de son incarcération, Tommy Réco apprend les multiples drames qui touchent sa famille, comme je te l'ai dit plus tôt. Un de ses frères, Ernest Toussaint, est tué le 29 avril 1973 à l'âge de 42 ans par son beau-frère, avec qui il avait un différend. 3 ans plus tard, Pierre Réco, son jeune frère qui l'avait dénoncé, si tu te souviens bien, est tué par 2 hommes encagoulés le 5 novembre 1976, alors qu'il ancrait son bateau. En 1977, une nouvelle mort a lieu dans la famille Réco. Une de ses sœurs, Francine, l'épouse de l'assassin de Toussaint, tombe accidentellement dans l'escalier quelques mois plus tard et décédera des suites de ce fâcheux accident. Libéré dans cette atmosphère de tragédie familiale, le 7 novembre 1977, Tommy Réco se rend à Marseille pour commencer une nouvelle vie et travaille comme livreur dans un magasin qui vend des combinaisons de plongée. Durant presque 2 ans, c'est silence radio pour Tommy. Peut-être n'a-t-il pas eu la triste occasion de commettre de nouveau l'irréparable, mais plus personne n'entend parler de lui. Plus personne, jusqu'à la journée du 22 décembre 1979. Ce jour-là, une tuerie se produit au magasin Mammouth de Béziers dans l'Hérault. Le braqueur, que personne à cet instant n'identifie comme étant Tommy, exécute avec un Smith & Wesson calibre 38 3 caissières. Sylvette Morel, alors âgée de 27 ans, René Chamaillou, 28 ans, et Josette Alcaraz, 27 ans. Toutes 3 sont retrouvées mortes dans la salle de comptage de la recette du magasin, et par ailleurs, 700 000 francs de l'époque, l'équivalent de 350 000 €, ont été dérobés. En l'absence de témoins, l'enquête s'avère difficile pour les policiers, qui constatent que les victimes, allongées, ont toutes été tuées d'une balle dans la nuque, et supposent que le tueur a fait preuve d'un extrême sang-froid. La brigade de police de Béziers a des difficultés à donc retrouver l'auteur de ce triple meurtre, et l'enquête reste longtemps au point mort. À peine une vingtaine de jours plus tard, le 18 janvier 1980, à Carqueiranne, dans le Var, Sandrine Le Goff, une fillette de 11 ans, entend son père se disputer avec un autre homme. Elle décide d'appeler sa mère à son travail, un foyer pour enfants, mais hélas, elle ne pourra pas la joindre. Celle-ci se trouvait en fait déjà sur la route du retour vers le domicile familial. La petite fille parle alors au téléphone avec la directrice du foyer, qui prévient tout de suite les voisins les plus proches de la fillette. Monsieur Coutrix, qui habite alors une maison proche du domicile des Goff, se rend chez elle pour voir ce qu'il se passe. Son épouse, Madame Coutrix, reste à la maison attendant inquiète le retour de son mari. Les minutes passent, mais Monsieur Coutrix ne réapparaît pas. Prise de panique, son épouse décide d'aller le rejoindre au domicile des Goff et découvre dans la maison le corps de son mari ainsi que celui de la fillette. Elle prévient immédiatement la gendarmerie
qui, une fois sur place, découvrira dans le sous-sol de la maison le cadavre du père. 3 morts de plus, des meurtres de sang-froid, l'enquête est urgente. Un meurtrier rôde visiblement dans les terres du sud de la France. Heureusement, les gendarmes ne tardent pas à faire avancer leur enquête et suite à ce nouveau triple homicide, se voient avisés d'un indice dit prépondérant. Effectivement, la fillette Goff, avant de subir son triste sort, a signalé à la directrice de sa mère que son père était en train de se disputer avec le cousin de René. Mais qui est le cousin René ? Les gendarmes procèdent immédiatement à des recherches pour le déterminer. Ils découvrent alors qu'un certain Tommy Reco aurait un cousin qui se nomme René, qui en plus connaît effectivement le père de la fillette. Reco est dès lors le suspect numéro 1 et il va devoir parler. L'enquête révélera un contentieux qui opposait Tommy au père Goff. Interrogé par les enquêteurs, Tommy, comme à son habitude, niera d'abord les faits avant de reconnaître avoir abattu dans un premier temps Monsieur le Goffre après une dispute, puis dans un second temps la jeune fille et le voisin pour qu'il n'y ait aucun témoin. Forcément et sans surprise, après ces aveux soudains, Tommy se rétractera clamant haut et fort son innocence, et en parallèle, 2 rapprochements sont effectués entre les affaires du mammouth de Béziers et la villa de Carqueiranne. Le mode opératoire est le même, ainsi que l'arme du crime, un Smith & Wesson calibre 38. Tommy est incarcéré et plus personne ne doute alors du fait que le Geronimo de Propriano est à nouveau coupable, mais cette fois de la mort de 6 personnes. Le 6 juin 1983 s'ouvre le procès de Tommy Reco devant la cour d'assises de Draguignan. À la barre, un homme aux cheveux longs, charismatique et sûr de lui, c'est Tommy qui, dans un élan théâtral, se déclare innocent comme le Christ. Ce procès oppose d'un côté le clan Reco, défendu par maître Paul Lombard, et de l'autre la famille des victimes. Durant les audiences, les insultes fusent et les événements s'enchaînent. La mère de Tommy, prise d'émotion à la barre, vient embrasser son fils, malgré la désapprobation entière de la salle. Puis, maître Gilbert Collard, plaidant à l'époque pour une des familles des victimes de Béziers, est interrompu par Tommy, qui se met à chanter le morceau de Gianni Ferrio, Parole, Parole. Une audience qui vire à l'opérette de quartier, et bien entendu, les médias n'en ont pas perdu une miette. On n'en attendait pas moins de leur part de toute façon. Enfin, et pour te donner un peu le ton final de ce jugement, il y a eu cette déclaration de l'avocat général avant la mise en délibéré, qui dit alors à l'audience regretter de ne pas pouvoir requérir la peine de mort en raison du comportement de l'accusé. Une chance pour Tommy Reco, car si sur l'instant cela avait pu paraître comme une simple frustration de la part de l'avocat général, la peine de mort, elle, venait d'être abolie depuis 2 ans seulement. Et autant dire que, vu les faits reprochés, Reco aurait pu y laisser sa tête, et au sens propre en l'occurrence. Au terme de ce procès, Joseph Thomas Reco est jugé coupable et condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité, sans peine de sûreté. Détenu depuis 1980 dans la prison de Borgo, en Corse du Nord, il est le plus ancien détenu de France. Le 4 novembre 2021, le tribunal d'application des peines de Bastia rejette sa 21e demande de libération. Le risque de récidive étant, selon les magistrats, encore trop grand. Cette récente décision témoigne du rôle central de la justice en tant que protectrice des citoyens et bien sûr du fait qu'il ne faut jamais tenir pour acquis la réinsertion hypothétique des personnes détenues. Ainsi se termine ce premier épisode des plus grands procès. Si tu as apprécié et que tu souhaites plus d'épisodes comme celui-ci, dis-le moi en commentaire. Pour ma part, je te laisse. Mais je te dis à très vite pour d'autres affaires. Porte-toi bien. Ciao ciao.